Les avocats Poupart-Touma. C'est la force d'une équipe spécialisée en droit policier. Engagés et faciles d'approche, ils représentent les membres de l'APPQ avec rigueur et intégrité. Partenaires de confiance depuis plus de 20 ans, ils sont là pour vous quand ça compte vraiment. Poupart-Touma, fier conseiller de l'APPQ et ses membres. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Bienvenue dans les coulisses de l'APPQ. Salut Jeffrick. Salut Dominique. Mon nom est Dominique Roberge, président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Je suis en compagnie de Jeffrick Saint-Hilaire, notre vice-président. Communication, dotation. Bien content de faire un nouveau podcast encore aujourd'hui avec toi. Oui, un autre épisode de notre saison 2 qui continue. Tout le monde, on vous refait un petit topo de la raison du balado, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ça va vous situer. En fait, on produit ce balado-là, vous le savez, on en sort un épisode sur une base régulière, aux semaines ou aux 2 semaines. Puis, ce à quoi on veut s'attarder pour la saison 2, bien, on reçoit des gens de notre environnement, notre écosystème à l'association, des gens qui nous aident, des gens qui nous supportent, et on veut mettre l'accent sur l'humain, les individus. Dans la saison 1, on a eu différents partenaires qui sont passés, qui nous ont parlé de leurs projets. Ça va ressembler à ça pour la saison 2 aussi, mais on va aller un peu plus loin sur la personne, comment les gens qu'on reçoit ici aident concrètement nos membres à l'association. Fait qu'on a un bel épisode pour ça aujourd'hui en plus. Effectivement. C'est une personne justement qui vient aider nos membres, qui vient aider les personnes qui sont un peu mal pris. Vraiment concrètement, mais avant d'arriver à notre invité aujourd'hui, on a un nouveau co-animateur aujourd'hui, nul autre que notre premier vice-président aux affaires juridiques de l'association, M. Roch Soucy. Salut Roch. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec vous pour la première fois, soutenir Jeffrick dans la co-animation. Ah oui, quoi qu'il n'y en a pas besoin tant que ça, mais en tout cas... Ah non, ta première présence avec nous autres. Oui. On avait quelques vice-présidents qui sont venus faire un tour, mais ça fait plaisir que tu sois là, Roch. Merci d'être prêté au jeu. Ça fait plaisir. Et je sais pourquoi tu es là aujourd'hui, parce qu'on soit une invitée de marque qui est avec nous. Sans vous faire attendre, je vous présente Maître Nadine Touma. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Bonjour Nadine. Nadine du cabinet Poupart-Touma qui est avec nous ce matin. Mm-hmm. Nadine, on tenait absolument à te rencontrer, à ce que tu puisses parler aux gens qui écoutent le balado pour expliquer ta collaboration avec la PPQ. C'est une collaboration de longue date. Oui. Sur différents plans. Oui, tout à fait. Tu as aidé des gens dans différents domaines. Parle-nous de ta pratique, parle-nous ce que tu fais, puis ta collaboration avec Roch, comment ça fonctionne à l'association. OK. Bien, en fait, c'est un privilège pour moi de représenter des policiers et puis de les aider quand ils font face à la justice. C'est pas une situation qui est confortable pour eux, évidemment. Ils sont du mauvais côté, du côté où ils auraient souhaité jamais se retrouver. Malheureusement, il y a plusieurs situations qui mènent à une enquête. Ça peut être, par exemple, généralement, c'est de l'usage de la force là, qui est questionné. Parfois, c'est des infractions relatives à la justice. L'important, en fait, dans ce qu'on fait, le droit policier, c'est d'avoir une bonne connaissance de tous les processus qui s'appliquent aux policiers, que ce soit à leurs obligations déontologiques, disciplinaires, et évidemment, bien les conseiller dans le cadre d'une enquête criminelle. C'est sûr que l'enquête criminelle, c'est celle qui va qui va devenir la plus importante dans une certaine mesure, parce que c'est celle qui emporte les conséquences les plus lourdes. Les plus lourdes. Mais on veut s'assurer que, en prenant différentes positions dans l'enquête criminelle, on est en mesure aussi de les conseiller puis d'avoir comme une vision d'ensemble sur les autres processus là, où on peut leur reprocher des manquements, par exemple. Parce que souvent, ça peut commencer par l'enquête criminelle. Oui. Qu'il y ait une poursuite des procédures ou qu'il y ait un arrêt des procédures, mais souvent, ça va découler sur d'autres procédures en parallèle après ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est assez commun maintenant qu'on va avoir un processus criminel, déontologique et disciplinaire qui vont s'enclencher, mais juste subséquemment. C'est-à-dire que l'enquête criminelle va toujours prendre place au départ. Puis ensuite de ça, il va y avoir parfois, ou même souvent, un volet disciplinaire. Puis très souvent, une enquête déontologique. Okay. Donc, voilà. Toi, tu interviens à partir de où ou jusqu'à où? À partir du jour 1.
idéalement. À partir du jour 1, idéalement, pour conseiller le policier relativement à, d'abord, son obligation de rendre compte dans la mesure où c'est possible. Là, c'est-à-dire que parfois, le policier va déjà avoir fait son rapport puis tout ça, mais dès après, là, à savoir les premières étapes de l'enquête criminelle. Puis, est-ce que, mettons, juste pour mettre ça en contexte, mettons, les cas les plus souvent, là, on parle d'accusation qui porte sur quoi, mettons, pour les policiers? La conduite d'urgence qui va générer des accidents. Par exemple, souvent, ça va être questionné à savoir est-ce que c'était vraiment nécessaire, le déplacement à cette vitesse-là, dans ces circonstances-là. Autrement, l'emploi de la force. Autrement, des infractions relatives à la justice, relativement au rapport. Est-ce que c'était inexact? Est-ce qu'il y a des mentions qui sont omises dans le rapport? Donc, souvent, des infractions relatives à la justice aussi. Oui. OK, c'est bon. Comme pour l'avoir vécu dans le passé, Nadine, parce qu'avant, on collaborait plus souvent ensemble quand j'occupais mes anciennes fonctions. Maintenant, c'est Roch qui est là. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne, la collaboration entre la PPQ et ses membres? Puis Nadine Touma, qui est une criminaliste à l'externe, mais qui a élargi sa pratique dans plein d'autres domaines du droit policier. Comment on travaille ensemble en synergie pour que ça soit efficace? Bien, pour commencer, habituellement, ça dépend souvent des dossiers qu'on va avoir. Si c'est une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes ou une plainte en déontologie, on assigne habituellement des avocats à notre monde. Autant les témoins que ceux qui sont visés par la plainte. À ce moment-là, on fait affaire avec des avocats, des avocates comme Nadine, je réfère nos membres à Nadine, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est Nadine qui prend en charge des conseils. Puis il y a certains de ces mandats-là qui découlent aussi d'enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, qui peuvent arriver à n'importe quelle heure du jour, soir, nuit, fin de semaine. Oui, tout à fait. Ça, je pense qu'on a une belle collaboration avec les partenaires. Avec les partenaires, on a une très belle collaboration. On est capable de les rejoindre à toute heure du jour et de la nuit. Parce qu'effectivement, souvent, les enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes sont déclenchées à des heures tardives. Ben oui. Ça n'arrive pas à 2 heures dans l'après-midi quand il fait un beau soleil. Puis, c'est pas impossible, mais c'est plus souvent, comme la majorité de nos interventions problématiques sont plus souvent la nuit. Effectivement, les enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, ça arrive souvent la nuit. Puis, tu sais, là, je vois qu'il y a une collaboration. Je comprends là, que tu interviens dans les dossiers, mettons, plus quand c'est du criminel. Mais comment qu'on est arrivé à une collaboration ensemble? Comment que c'est arrivé qu'on... Puis, depuis combien de temps que l'association travaille avec toi? Parce que moi, depuis le plus longtemps que je connais, je te vois, je lis les articles, et que ça m'intrigue. OK. Ça fait ça fait environ 23 ans, je dirais. Depuis le début de ma pratique, moi, j'avais commencé dans un bureau où, ils conseillaient justement les policiers. C'est comme ça que j'ai connu les représentants syndicaux à l'époque. Puis après ça, on a tout simplement toujours continué à travailler ensemble depuis. Là. Puis là, il y a eu des enquêtes dans ça. Il y avait des mandats de, justement, conseiller des membres qui étaient sous enquête en matière criminelle ou accusés en matière criminelle. Après ça, en déontologie policière aussi. Puis c'est le cas pour plusieurs corps de police là, que j'ai la chance de conseiller, plusieurs syndicats policiers. On a fait dans la première saison un épisode sur le cercle des représentants de la défense avec les policiers. On avait reçu Jacques Pinchot à l'époque, on avait reçu Maître David Coder aussi qui était avec nous autres. Puis ça, tu as collaboré au CRDP depuis de nombreuses années. Depuis sa création au départ, on était dans un hôtel sur le bord de la 20, là, dans une salle. On était à peu près, honnêtement, on devait être 15, là, je veux dire. Peut-être. C'est plus ça, ouais. Peut-être. On était à peu près 450. Oui, c'est ça, exactement. Puis dans une salle un peu sombre avec pas trop de lumière. Puis ça, en tout cas, il y avait 2-3 avocats qui ont la chance de travailler avec les policiers. Qui avait fait là, un peu une présentation de comment ils aidaient justement les policiers ou les conseillers. Puis c'était vraiment entre nous, là, on était très peu. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, il y a eu... Ça a été porteur parce que ça a amené quelque chose de positif qui est encore là aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis c'est bien que les avocats se connaissent, se parlent. Ça permet aussi de s'appeler dans un dossier où moi, je sais qu'il y a un autre avocat qui est en charge d'un volet civil ou qu'on ne fait pas nous autres à notre bureau. Puis à ce moment-là, de dire, OK, comment, c'est quoi les prochaines étapes de ton côté? Oups, ça peut impacter les étapes de mon côté. Donc, c'est bien que les gens se connaissent puis se parlent facilement. Les sujets de présentation sont soutenus à un point tel où le barreau reconnaît ça comme des heures de formation pour vos heures obligatoires de formation. Fait que c'est très pertinent. Oui. Dans la pratique, dans les dossiers que tu as eus avec l'association, il y en a
il y en a qu'on a connu plus, il y en a qui ont duré beaucoup plus longtemps. Oui, tout à fait. Des dossiers de Dominique que tu as été impliqué dedans. Oui. Rock, que tu as été impliqué et que ça continue. J'aimerais ça que les trois, vous en parlez un peu, là, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît les dossiers. Ils les ont sûrement vus à la télévision, ils les ont vus dans les journaux, mais c'était des dossiers qui étaient quand même d'envergure. Puis je pense que très lourd, personnellement, pour les personnes qui ont passé au travers de ces Exact. processus-là. Tu sais, le premier qui me vient en tête, c'est Deslauriers. Ben oui. Une présentation il n'y a pas si longtemps que ça à Ottawa sur le sujet, à Oui, un tout à point fait. tel où ça intéresse des gens. Là. C'est un cas qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'est déroulé sur une dizaine d'années. C'est précisément ça, en fait. C'est 10 ans et un jour de l'événement jusqu'à l'acquittement. Puis entre ça, il y a eu plusieurs étapes. Là, évidemment, il y a eu un premier procès où les conclusions étaient défavorables, puis il a été trouvé coupable d'homicide involontaire, donc d'homicide involontaire, oui. est-ce que tu peux juste les faits? un peu, Ouais. tu sais, de façon concise, là, mais juste pour que les gens se rappellent un peu c'était quoi. En fait, c'est un cas d'utilisation de la force de la force mortelle qui était contesté. Donc, c'est un jeune qui est au volant d'un véhicule volé dans une polyvalente. Puis, quand il a été appréhendé par le sergent Deslauriers, il a décidé qu'au lieu de collaborer puis de s'arrêter, il allait foncer en direction du sergent Deslauriers. Puis c'est à ce moment-là que le sergent Deslauriers a fait feu puis a utilisé donc la force mortelle, en tirant 2 balles. Donc, c'était un jeune, d'ailleurs. Et puis, après ça, il y a eu les accusations d'homicide. En première instance, la première fois, il a été trouvé coupable. On est allé à la cour d'appel. On a demandé, évidemment, un nouveau procès en alléguant plusieurs erreurs de droit. C'est ce que la cour d'appel a fait, a ordonné un nouveau procès. La poursuite a quand même tenté sa chance à la Cour suprême du Canada. Ça a été refusé. Et puis, donc, le nouveau procès qui avait été ordonné par la cour d'appel a été tenu une deuxième fois. Et c'est donc là, au terme de 10 ans, qu'il a été acquitté suite au deuxième procès. Et là, la poursuite n'est pas allée en appel de nouveau. Donc, ça s'est terminé pour le sergent Deslauriers, d'ailleurs, qui a repris ses fonctions. Oui. Beaucoup d'émotions au palais de justice cette journée-là. Quand Tout même. à fait. Tout à fait. Okay. Il y a eu des dossiers de conduite dangereuse aussi. Oui, c'est ça, que des conduites d'urgence, en fait. Puis les policiers s'étaient vus accusés de conduite dangereuse. Si on parle dans le dossier Lorrain. Oui, il y a eu Lorrain, il y a eu l'agent Cobeil aussi, Dolbeau-Mistassini. Il y en a eu d'autres également, oui. Mais ça a été pendant plusieurs années contesté, là, jusqu'à ce que... c'est ça. Ouais, c'est des procédures qui ont duré beaucoup d'années. Nadine, on a parlé de conduite d'urgence. J'aimerais que tu nous expliques un peu en déontologie où la jurisprudence nous amène en conduite d'urgence de nos policiers. En fait, souvent, un des facteurs déterminants, c'est s'il y a un accident ou s'il n'y en a pas. C'est-à-dire pas pour que la personne pourrait être citée, là, bien qu'il n'y ait pas d'accident là, en déontologie policière. Mais évidemment, en termes de sanctions, ça va varier quand même considérablement. Puis, oui, les sanctions sont de plus en plus importantes, celles données par le tribunal maintenant. Et puis, effectivement, il faut... il y a toute une procédure. Là. Je pense que c'est un peu plus enseigné peut-être à l'École nationale maintenant, là, en termes de franchir une intersection puis tout ça. Mais si c'est pas fait étape par étape, effectivement, ça vaut au bas mot maintenant 8 à 10 jours sans accident. Juste pour donner un exemple. C'est effectivement ce qu'on constate dernièrement des sentences que j'ai pu voir là, qui sont arrivées du tribunal administratif de déontologie policière. Oui, c'est ça. Ça, c'est traverser une intersection en conduite d'urgence. Fait que c'est vraiment... oui, tout à fait. Nadine, chaque avocat a sa propre façon de travailler, sa propre approche, toute une vision très proactive quand tu prends en charge d'un dossier. Oui. Suite à ton analyse de l'événement. Tu nous parles un petit peu comment tu travailles. Cette partie-là est appréciée et efficace dans ce que tu fais. Là. Oui, je te remercie. C'est vrai que ça, c'est important et je pense qu'il faut faire ça particulièrement pour des gens dont les fonctions sont affectées par le processus d'enquête. Là. Puis c'est souvent le cas pour les policiers qui sont ou bien assignés à domicile ou bien assignés à des tâches administratives durant le processus d'enquête de nature criminelle. Et puis, c'est pourquoi il faut être le plus efficace possible puis ne pas attendre. Souvent, il y a deux écoles de pensée. Il y a des avocats qui vont dire, on va attendre de voir ce qu'ils ont.
puis dans le fond, on se défendra rendu à la cour. Ben, pour un policier, je veux dire, ce qu'on veut éviter, c'est la mise en accusation dans la mesure du possible. Donc, quand on peut intervenir auprès du directeur des poursuites criminelles et pénales pour dire, ben, regarde, voici beaucoup d'éléments que peut-être sont pas à ta connaissance maintenant, mais un jour, si pour nous défendre, c'est ce qu'on viendrait dire. Tu travailles en amont, dans Ben l'analyse, oui, puis en présentant un résumé, puis en contactant le DPCP, puis en tentant de faire voir une vision différente de seulement la preuve qui est présentée. Oui, absolument. OK. Nadine, tu as participé à plusieurs enquêtes du coroner, oui. dont celle concernant le sergent Maureen Bro. Oui. Je vois que tu nous parles de ton implication, comment tu interviens au coroner, comment ça se passe? C'est très intéressant comme travail, honnêtement, parce que c'est pas... En fait, nous, on n'est pas habitués à ça. D'habitude, c'est un mode contradictoire, là, tu sais, défense des PCP de l'autre côté, puis c'est vraiment des arguments... Ah ouais, c'est vraiment... ouais, tout à fait. L'enquête du coroner, c'est intéressant parce qu'elle est vraiment là pour dire, bien, comment on va faire pour qu'un tel événement... C'est ça, améliorer les pratiques, les protocoles pour que ça se reproduise pas. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, il y a une série de personnes de différents qui arrivent de différents milieux avec différentes formations. Puis là, tout le monde contribue comme à la même idée. Fait que c'est quand même super enrichissant et intéressant. Oui, le dossier de Maureen Bro, c'était... ben c'est ça. C'était... Dans le fond, tu peux avoir deux types d'enquêtes. Là, une enquête du coroner ou qui n'est pas publique. Puis on peut intervenir dans une enquête de cette nature-là aussi en disant, en faisant des représentations parfois. Mais celle-là, en fait, c'était qu'elle voulait comprendre toutes les circonstances entourant, malheureusement, le décès de Maureen Bro et de l'autre individu. Et puis, c'est ça. Ça a été de questionner les policiers puis de faire, de montrer en quoi la formation les a prédisposés à intervenir de la manière dont ils sont intervenus cette journée-là. Ou, et certains diront, l'absence de formation. Oui, la non-formation. C'est ça, l'absence de formation. Et donc, ça a amené justement des recommandations en termes de formation, puis comment on pouvait améliorer. Ça, c'est un domaine, en fait, sans fin. La formation, on pourra toujours améliorer. Tu participes justement à des enquêtes de coroner. Oui. Tu participes justement à des dossiers de policiers qui sont accusés au criminel. Mm-hmm. Est-ce que tu fais juste des policiers? Est-ce que c'est comme ta spécialité? C'est quoi? C'est certain que le droit policier au bureau, c'est certainement quelque chose qu'on connaît bien. Autrement, est-ce qu'on représente aussi beaucoup d'agents de la paix là, de d'autres organisations? D'autres policiers, évidemment, des policiers qui travaillent pour des villes, des policiers municipaux. Puis également, différents professionnels qui font face à la justice pour une première fois. Fait que ça peut être des avocats, des médecins, donc, c'est ça. Tu as un champ d'expertise qui, on va dire, plus, on va se spécialiser maintenant que les agents de la paix, mais tu couvres aussi d'autres corps de métier, d'autres désordres qui font partie des ordres professionnels. Aussi. OK. Mm-hmm. Nadine, on parle de la partie légale, la partie juridique, législative de ton travail, tout ça, mais derrière ça, je connais le feu et la flamme qui t'animent, la passion, puis c'est le bout qu'on veut communiquer à nos membres, là. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te motive quand tu prends un dossier qui découle de notre milieu policier, mais dans lequel on sent que tu t'embarques là, avec tout ton cœur, toute ton énergie? Oui. Bien, en fait, c'est de représenter des gens qui qui sont là pour protéger les autres. Défendre des gens qui protègent les autres, c'est quand même honnêtement très valorisant. C'est des gens qui ont le cœur vraiment à la bonne place, sont organisés. On travaille avec des gens intelligents, qui mettent de l'énergie dans leur dossier, qui... Puis honnêtement, il y a toujours une raison qui explique. C'est une grande chance pour un avocat. C'est-à-dire que quand on se présente à la cour, on a quelque chose à dire. Là. Je veux dire, on a généralement quelque chose à dire et généralement quelque chose d'intelligent puis qui s'explique parfaitement de par et où la formation et ce que l'agent a perçu à ce moment-là précis. Puis il y a toutes sortes de facteurs humains qui contribuent à ça, évidemment. Il y a souvent la rapidité de l'intervention qui peut contribuer. Donc c'est ça. Franchement, c'est de travailler avec des gens organisés qui sont là pour faire une différence puis aider le monde généralement. Aussi
Tu te rends compte du fait que tu vois pendant ton intervention avec eux tout l'aspect humain derrière, les impacts des procédures, le poids psychologique, les impacts même financiers. Absolument. Tout ce qui en découle, là, c'est comme le pire moment de leur vie. Cette partie-là. Là. Exactement, c'est la détresse, là, souvent pour... C'est une des pires épreuves. Là. Je pense être accusé en matière criminelle, c'est une des pires épreuves. Pour n'importe quel être humain, là, mais certainement... probablement davantage pour quelqu'un qui travaille au cœur du système de justice, que ce soit un policier, que ce soit n'importe Parce que ça devient en opposition avec sa formation, avec ses valeurs, c'est identitaire, c'est que là, tu sais, lui s'identifie au système de justice. En quelque sorte. C'est ça. Alors que c'est lui qui, normalement, on va dire, qui arrête des bandits, là, lui devient lui-même. De ce côté-là. Oui. C'est vrai pour tous les gens qui travaillent dans le domaine de la justice, honnêtement, là, que ce soit des avocats, des juges, des procureurs, quand ils sont sous enquête, c'est comme si le système dans lequel toi, tu t'investis, que tu as tout mis, vient contre toi. Donc, c'est un peu... c'est pas mal difficile, en fait. C'est les dossiers, en plus, qui durent des années. Hein. C'est pas des... C'est des dossiers qui durent des années parce que, généralement, on a quelque chose à dire. On a une défense à présenter et qui est... qui se tient? Ben oui, de qualité, généralement. Parce que c'est rarissime que c'est juste parce que c'est une mauvaise intention, là, de la part d'un policier de dire « je vais commettre... c'est rare que c'est ça, là, la situation. Dans le cadre du travail, on veut expliquer les situations, puis souvent, ça découle de formation, du type d'intervention, de la façon dont la partie poursuivante perçoit l'intervention, mais de la façon des policiers peut être aussi valable d'être expliqué. Là, puis... Bien, tout à fait. En fait, la formation, parce que en fait, les gens ne savent pas, vous le savez, avec tout ce qu'on entend dans les médias, puis ça, souvent, c'est mal perçu, l'emploi de la force, parce que c'est incompris aussi. En fait, la formation est incomprise, puis toutes les espèces de préceptes qu'on essaie d'enseigner aux policiers pour leur permettre de ne pas eux-mêmes être, mettre leur vie en danger. C'est mal compris, c'est mal assimilé. C'est ça. Toujours le même. Pourquoi pas tirer dans une jambe? C'est exactement ou dans ce que je m'en allais. Alors qu'on sait qu'il y a sûrement des auditeurs qui entendent, ils vont à la chasse, ils ont un télescope, puis... ils peuvent rater le chevreuil. Ou l'orignal qui est 4 fois grand comme une main, on va s'entendre. Là, c'est des choses que le monde pense, hein, ça peut être compréhensible dans une certaine mesure, mais c'est non applicable. C'est ça, mais c'est ça qui fait qu'il faut d'abord connaître le milieu adéquatement, puis après ça, être en mesure de l'expliquer avec les bonnes personnes ressources, là, que ce soit des experts en emploi de la force ou des gens qui vont nous parler de la formation justement que les policiers reçoivent. Ça devient pertinent. Nadine, on s'est pris quelques notes, puis un élément qu'on voulait vérifier avec toi. Mm-hmm. Dans ta pratique, là, des pièges à éviter ou des zones où tu vois des fois c'est plus glissant ou des points de vigilance. Pour les policiers, c'est pas. Oui, pour les policiers, un petit rappel dans leur pratique sur des situations où tu vois des fois que on pourrait des fois éviter des situations. Y a-t-il des choses qui te viennent en tête? Oui. Quelques drapeaux rouges. Des relations interpersonnelles problématiques avec des supérieurs ou des confrères. Okay. Généralement, ça, c'est une source fertile là, pour des allégations de menaces, harcèlement, intimidation, des fois entreposage d'armes. Tu sais, quand quelqu'un te cherche hein? dans un vestiaire. Les relations conjugales, évidemment. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, je pense que le policier doit se dire, est-ce que je suis avec, sans dire qu'il faut être évidemment seulement entre policiers, c'est pas ça le point du tout, mais par contre, est-ce que je partage ma vie avec quelqu'un, ou enfin une expérience, ou en tout cas une aventure, peu importe, avec quelqu'un qui aurait à peu près autant à perdre que moi? Ça, c'est quand même un bon conseil, je pense, parce que quand on voit qu'il y a un écart important entre, et je parle pas statut dans le sens statut agent de la paix, là, mais dans ce que la personne fait, sa vocation, versus revenu actif et tout ça, on peut tout considérer. Surtout ça, vulnérabilité à une enquête. C'est surtout ça, parce que dans le fond, les policiers ne sont pas vulnérables dans le cadre de leur fonction. C'est l'inverse qu'on souhaite d'eux. Mais est-ce qu'ils sont vulnérables en termes de mise sous enquête, puis que ça va affecter immédiatement sa qualité de vie, dans le sens qu'il va être relevé de ses fonctions chez lui, le temps de tout un processus judiciaire. Très grande vulnérabilité à ce niveau-là. Grande vulnérabilité.
Puis quand on compare justement avec qui on s'associe, tu sais, quand on dit ben les policiers doivent être de bonnes mœurs, et puis tu sais, les fréquentations, c'est souvent regardé en termes de ces droits disciplinaires, mais c'est ça, c'est parce que il y a un risque. Il y a un risque à ça. Donc ça, c'est un des points. Quand on a des deuxièmes entreprises aussi, tu sais, par exemple, des gens qui ont des double emploi, là. double emploi, ben dans le sens plutôt sur comment dire, la documentation pour en termes comptables, là, tu sais, ça peut créer certaines obligations puis tout ça, puis ben ça peut causer problème. Puis autrement, ou des immeubles à logement, par exemple, puis que le policier va intervenir pour avec son chapeau de aller chercher son loyer avec au niveau de perception. Oui. C'est un peu se mettre en prédisposition pour un terreau fertile de problème. C'est à risque, oui, tout à fait. Ouais, je pense que ça serait... Fais attention à ça. En terminant, je voudrais te remercier, Nadine. Merci d'être ici. Merci de te porter à défense des gens, comme tu l'as dit, qui assurent la sécurité du restant de la population. C'est très apprécié, ta part, puis tous nos représentants qui viennent d'aider nos policiers. Merci. Merci à vous de votre confiance. Là, on termine. Merci beaucoup, Nadine. Je voulais dire à tout le monde qui nous écoute, n'oubliez pas de liker les podcasts, d'aller les voir, les podcasts qu'on a faits antérieurs, d'en parler aussi à vos amis. Si jamais vous avez des sujets, bien, ça va nous faire plaisir là, d'aller chercher là, les personnes par rapport à ce sujet-là. Fait qu'on on est ouvert aux commentaires. Fait qu'on vous demande, s'il vous plaît, de nous envoyer ça. Vous pouvez nous envoyer ça à communication avec un S @appq-sq.com. L'adresse va être dans la description de l'épisode. Et on va aussi vous ajouter l'adresse du nouveau site web de Maître Nadine. En primeur. Ça va être dans la description de l'épisode. Nadine va avoir un nouveau site web. Si vous voulez aller voir c'est qui Nadine, si vous voulez aller voir toute son équipe merveilleuse qui travaille avec elle. C'est vrai, ça. Parce qu'on ne l'a pas abordé, mais tu as des gens de très grande qualité qui travaillent avec toi. Plusieurs niveaux de barreaux, oui, tout à fait. On les salue, Nadine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Merci au nom de tous les membres. Merci à vous autres. À bientôt, tout le monde. Bye-bye.